Merci. Alors, on va accueillir Mathilde Valenchon de l'INRAE qui va nous parler de l'IRM pour comprendre le cerveau des chevaux. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, moi effectivement, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier qui est celui des neurosciences et notamment de l'étude du cerveau des poulains. Alors je voulais juste quand même préciser que moi je suis éthologiste de formation et même s'il s'agit d'un pan de recherche qui intervient dans un projet que j'ai eu la chance de coordonner, ce n'est pas le cœur de mon expertise, donc je vais tâcher de faire honneur à ce sujet. Mais voilà, je voulais quand même vous demander par avance votre indulgence à ce niveau-là. Alors pour ceux qui peut-être étaient déjà là l'année dernière, je vous avais présenté en fait les premiers résultats de cette grande étude qu'on a menée à l'unité expérimentale PAO à l'INRAE de Nouzilly, où on a étudié l'effet du sevrage à 6 mois sur le développement comportemental et physique des poulains. Donc avec une étude, on a comparé 12 poulains sevrés à 6 mois avec 12 autres poulains non sevrés qui vivaient par ailleurs tous ensemble, donc ils étaient tous dans des environnements sociaux qui étaient par ailleurs assez riches et qu'on a suivi durant plus de 7 mois. Et en quelques mots, ce qu'on avait alors montré déjà, c'est que ces poulains qui bénéficiaient d'une présence maternelle prolongée eh bien, avaient un développement comportemental et physique et physiologique différent des poulains qui avaient été sevrés, avec notamment de meilleures compétences sociales et aussi un gain de poids supérieur et assez marqué dans le temps, malgré un temps consacré à l'alimentation moindre, donc qui suggère une différence en termes d'apport ou d'efficacité alimentaire. Alors on avait donc ce changement de l'environnement social, donc, qui est quand même particulier. Le sevrage, c'est une modification de l'environnement qui est multimodale, ça touche à l'alimentation, ça touche à l'environnement social, affectif des animaux. Et donc il avait ces répercussions qui étaient finalement multimodales elles aussi. Et on s'est demandé si finalement c'était pas un organe un peu central comme le cerveau qui était le premier à recevoir en fait ces modifications. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé aussi à l'effet de ce sevrage sur le cerveau, puisque celui-ci, d'une part, régule évidemment ces grandes adaptations comportementales et physiologiques, et d'autre part, on le sait, est assez sensible aux modifications environnementales dans le jeune âge, pas seulement chez les chevaux, mais chez beaucoup d'autres animaux également, dont l'humain. Alors bon, c'est vite dit, comment on étudie après le cerveau du cheval? Eh bien, grâce au progrès de la neuroimagerie, puisqu'on a la chance maintenant de bénéficier de beaucoup de nouvelles techniques qui sont extrêmement prometteuses. Et nous, on s'est intéressé à l'IRM, car on a la chance d'avoir une plateforme à l'INRAE de Nouzilly qui permet d'envisager de telles études. Donc l'IRM, c'est la technique d'imagerie par résonance magnétique, et en fait, c'est une technique qui permet d'aller voir l'intérieur du corps, et en particulier le détail des tissus, y compris dans le cerveau. Et l'avantage de l'IRM, c'est que ça permet de travailler sur des animaux vivants, c'est non invasif, c'est non ionisant, et la résolution actuellement elle est incroyable puisqu'on part du cerveau entier, donc ce qui est intéressant pour une espèce où on a tant à découvrir au niveau des neurosciences, et on peut aller jusqu'au niveau vraiment cellulaire microstructural. Et donc cette IRM, elle nous a permis de comparer effectivement le développement cérébral de poulains sevrés ou non sevrés, et de voir s'il y avait un lien avec ces résultats comportementaux et physiologiques qu'on a observés sur le long terme. Alors, quelques mots sur la méthode d'abord. Alors, pour rappel, donc, on compare des poulains sevrés et non sevrés. Le sevrage a eu lieu à l'âge de 6 mois, donc c'était une séparation totale et soudaine, en fait, de la moitié des mères. On a travaillé sur des chevaux qui étaient bien sûr anesthésiés avec un suivi vétérinaire absolument constant. Il y a eu toute une adaptation d'un protocole d'anesthésie pour permettre le fait d'imager justement ces animaux grâce à des longues séquences IRM. Donc ce travail a été fait en particulier avec David Barrière donc à l'INRAE de Nouzilly. Alors, bon, cette première étape a été un succès, donc ça nous a permis d'utiliser ces animaux pour réaliser 3 types d'acquisition IRM, pour que vous vous rendiez compte un petit peu aussi du développement méthodologique que ça implique. Alors, le premier type d'acquisition IRM qu'on a réalisé, c'est ce qu'on appelle de l'IRM neuroanatomique dite classique. C'est vraiment l'image qu'on se fait de ce que va donner un IRM sur le cerveau. Oui, c'est bon. Donc là, vous voyez, par exemple, le type d'image qu'on obtient grâce à ces acquisitions IRM neuroanatomiques. Ce que vous voyez
à droite, c'est l'image globale, l'image moyenne du cerveau des poulains qu'on a imagés. Ça, c'est vraiment voilà, le cerveau d'un cheval. Vu de face, vous voyez les globes oculaires, vu du dessus, pardon. Et en fait, ce que fait la technique, cette technique classique d'IRM, c'est qu'elle permet de segmenter en fait, le cerveau selon les différents tissus, selon les différentes propriétés physiques des tissus. Et ainsi, on peut mettre en évidence, par exemple, vous voyez la matière grise. Donc, vous connaissez la matière grise, hein, c'est le corps des neurones, c'est ce qu'on dit qui serait relié aux capacités cognitives dans le langage courant, la matière grise, ou encore la matière blanche et le liquide céphalo-rachidien. Vous n'avez pas besoin de retenir tous les termes, mais sachez que cette segmentation, c'est vraiment ce qui nous permet après d'avoir des mesures sur la neuroanatomie du cerveau, par exemple en termes de volume. Et ça permet ainsi de comparer des poulains sevrés ou non sevrés, dans le cadre de notre étude, au niveau de l'anatomie de leur structure cérébrale. Le deuxième type d'acquisition IRM qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle de l'IRM fonctionnel. Donc vous savez, c'est les tâches qui s'allument dans le cerveau, par exemple, suite à une stimulation. Donc dans notre cas, évidemment, c'est des animaux qui sont, je vous le rappelle, anesthésiés. Donc c'est un type d'IRM fonctionnel particulier qu'on appelle resting state, c'est-à-dire que c'est des animaux, des cerveaux qui sont au repos, mais même au repos, en fait, le cerveau, il a une activité basale, une activité spontanée, et c'est ça qu'on regarde avec cet IRM fonctionnel. Et ce qu'on est capable de faire, c'est de mesurer, quantifier en comparant nos deux groupes les zones qui sont suractivées ou sous-activées l'une par rapport à l'autre et de les localiser dans le cerveau. Et enfin, le dernier type d'acquisition IRM qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une IRM de diffusion. Ça, c'est une technique qui est encore assez nouvelle et encore en développement, et là, qui permet vraiment d'aller jusqu'au niveau cellulaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'à l'aspect de microstructure, donc des neurones, et ça permet par exemple aussi de voir les grandes fibres nerveuses qui traversent le cerveau et de vraiment, encore une fois, le quantifier pour, à terme, dans le cadre de notre étude, comparer par exemple ces poulains sevrés et non sevrés sur d'éventuels changements microstructuraux qui interviennent suite au sevrage. Alors, il faut savoir que pour faire des analyses d'images IRM, il y a d'abord tout un set d'outils qui sont absolument indispensables à mettre en place pour être capable après d'aller comparer des cerveaux. Parmi eux, on a ce qu'on appelle le template et on a ce qu'on appelle l'atlas. Tout ça, justement, on a dû le créer pour l'étude grâce à ces données, car ça n'existait pas encore de manière complète chez le cheval et encore moins sur des animaux vivants. Alors, tout ça, c'est dès maintenant publié et mis à disposition de la communauté scientifique. Donc là, vous retrouvez l'image que vous avez vue tout à l'heure quand je vous parlais de neuroanatomie du cerveau. Le template, en fait, c'est l'image moyenne d'un cerveau. Ça permet, en fait, parce qu'un individu A, un individu B, il y aura des petites différences en termes de taille de telle ou telle structure, de taille globale du cerveau. Et ça, en fait, c'est un espace de référence qui permet après d'aller faire nos mesures et de quantifier donc ces potentielles différences entre des individus. Et donc voilà, c'est vraiment voilà, un espace standardisé moyen où on rassemble toutes ces données sur tous les animaux qu'on a imagés, donc ici nos 24 poulains. Et ensuite, on a dû créer l'atlas du cerveau du cheval. Donc ça encore, c'est complètement nouveau à ce niveau de détail, c'est-à-dire qu'en fait, on a créé la carte routière du cerveau du cheval, c'est-à-dire qu'on a identifié les structures d'intérêt qui sont associées, dans certains cas, à certaines grandes fonctions. Donc on a réalisé un atlas dit cortical. Donc le cortex, vous savez, c'est tout ce qui est la couche périphérique du cerveau. Vous voyez en jaune sur le dessin. Bon, je ne vais pas vous lire tous les labels, rassurez-vous, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, grâce à notre travail d'analyse, on a pu mettre en évidence en fait 55 régions d'intérêt au niveau de ce cortex et du cervelet du cheval, avec par exemple des zones reliées au cortex préfrontal, etc. Donc ça a été mis en évidence. On a fait la même chose pour les zones, cette fois profondes. Donc vous voyez là en rouge, c'est une coupe de cerveau, et vous voyez les zones qu'on a réussi à délimiter au niveau du cerveau du cheval. Donc là, vous avez une image en 3D, on est sur une vue diagonale. Vous voyez par exemple les ventricules latéraux, vous voyez ce qu'on appelle l'amygdale, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est relié au comportement de peur par exemple, ou l'hippocampe comme chez l'humain qui est relié à la mémoire. Donc il a fallu faire aussi ce travail d'atlas des structures profondes du cerveau. Et enfin, donc grâce à cette IRM de diffusion que je vous ai évoquée tout à l'heure, on a pu aussi vérifier qu'on avait bien des connexions cohérentes entre toutes ces zones et identifier 6 grands faisceaux neuronaux dans le cerveau du cheval grâce à ces techniques particulières d'IRM de diffusion. Donc vous voyez, tout ça pour vous montrer déjà qu'il faut créer ces outils pour après aller étudier
donc ce fameux cerveau équin. Et ainsi répondre à ma question initiale qui est, je le rappelle, quel est l'effet de la présence maternelle ou du sevrage dans l'autre sens sur le développement cérébral de ce jeune. Alors, le premier grand résultat qu'on a vu sur l'effet du sevrage est une atrophie de l'hypothalamus chez les poulains sevrés par rapport aux poulains non sevrés. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image neuroanatomique. Ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est la différence de volume qu'on a entre poulains sevrés et non sevrés. C'est en bleu chez les poulains sevrés parce que ce volume est moindre chez eux par rapport aux poulains qui ont bénéficié de la présence maternelle. Et c'est extrêmement intéressant parce que l'hypothalamus, c'est vraiment une structure cérébrale donc assez profonde dans le cerveau qui est cruciale pour les fonctions physiologiques et notamment ça régule l'appétit, ça régule la croissance et on a observé un impact du sevrage sur ces fonctions-là. Donc là, on voit déjà un lien. Le deuxième grand résultat, là, il va falloir s'accrocher un petit peu, mais je vais essayer de vous guider à travers ce résultat-là, concerne cette activité cérébrale basale, cette activité spontanée du cerveau. Et on a vu effectivement que le cerveau, même au repos, il n'avait pas la même activité chez des poulains sevrés et chez des poulains non sevrés. Donc là, vous voyez un cerveau vu de côté. Et en fait, ce que vous avez, c'est des zones qui sont allumées en orange-rouge et d'autres en bleu. Et c'est les différences d'activation entre poulains sevrés et non sevrés. Chez les poulains sevrés, la zone à l'arrière du cerveau postérieur, au niveau du cortex, est suractivée, en particulier dans la zone de la région du cuneus et du précuneus et du cortex rétrospénial. Et par contre, on a la zone à l'avant de ce cortex qui est sous-activée, en particulier dans le cortex cingulaire antérieur. En plus de ça, on a des mesures microstructurales qui nous montrent que dans ces zones d'intérêt, on a une moindre densité dendritique. Donc vous savez, c'est les petites ramifications des neurones chez les poulains sevrés. Donc on a cette différence d'activité qui est caractéristique donc d'un effet du sevrage. Et quelque chose qui est extrêmement important, c'est que cette zone, je vous disais, une moindre activation à l'avant et une suractivation à l'arrière, c'est aussi la signature d'un réseau de neurones particulier qu'on appelle le réseau neuronal du mode par défaut. C'est quelque chose qu'on connaît chez l'humain et qu'on commence à connaître chez d'autres espèces. Et le mode par défaut, en fait, par exemple chez l'humain, c'est en fait une association de structures cérébrales qui se mettent en place quand vous êtes perdu dans vos pensées, quand vous vous coupez du monde, que vous êtes dans vos rêveries, quand vous êtes dans l'introspection, quand vous êtes dans la réflexion interne. Ce mode-là, il s'active. Et ce qu'on a vu, c'est que, d'une part, nos résultats montrent qu'il existe chez le cheval, et ça, c'est la première fois que ça a été montré. Ce réseau du mode par défaut existe chez le cheval. Et en plus, le sevrage a un effet sur ce réseau neuronal particulier, puisqu'on a des mesures qui nous indiquent qu'il a une moins bonne connectivité chez les poulains qui sont sevrés. Donc, comme je vous ai dit rapidement en introduction, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a vu que ces poulains sevrés aussi, ils avaient un développement social qui était différent à long terme. Donc là, on est plutôt à court terme, je le précise. Mais du coup, ça fait vraiment penser que ces différences socio-cognitives qu'on voit chez nos poulains sevrés, peut-être qu'elles sont reliées à justement cet impact sur ce réseau du mode par défaut et sur ces zones corticales de manière générale. Par exemple, chez l'humain, des enfants ou des bébés qui manquent de soins parentaux aussi ont une moindre connectivité de ce réseau-là. Donc on a quelque chose d'assez analogue finalement chez nos poulains sevrés. Donc en conclusion, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait montré que le sevrage avait un impact sur le développement comportemental et sur le développement physiologique. Et ce que je viens de vous présenter là, c'est que ce sevrage, il a aussi un impact, à court terme en tout cas, on est 1 mois et demi après le sevrage, sur le développement cérébral, d'un point de vue neuroanatomique, d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue microstructural. Avec en plus des zones en particulier qui sont impactées par le sevrage, l'hypothalamus d'un côté et ce réseau du mode par défaut de l'autre, et qui sont reliées avec justement certaines des différences qu'on a observées au niveau comportemental ou physiologique. Et on a des liens statistiques qui nous montrent qu'on a effectivement une corrélation entre ces grands domaines-là. Donc finalement, c'est quand même assez rare qu'on arrive à ce niveau-là de compréhension globale d'un phénomène, puisqu'on va du cerveau jusqu'au comportement en passant par la physiologie. Par contre, je tiens vraiment à souligner qu'il s'agit là d'un effet sur le cerveau qui est évalué à court terme, 1 mois et demi après le sevrage. On n'est pas sur légumes, mais on n'est quand même pas non plus 1 an après. Et comme je vous disais, le cerveau des poulains, il est extrêmement plastique, comme chez tous les jeunes. Donc ça pose vraiment la question de la plasticité à plus long terme. Et aussi, je tiens à signaler que même si on a un premier
premier niveau d'interprétation en parlant de la littérature, même chez l'humain, chez les autres animaux. Ces changements cérébraux, c'est aussi une forme d'adaptation au sevrage. Et du coup, ça ne dit absolument rien de ce que devient ce cerveau à très long terme. Et ça serait vraiment une perspective d'étude pour le futur. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation. En ce qui concerne l'effet du sevrage, on a donc quand même plusieurs domaines où on a vu un apport bénéfique de la présence maternelle au-delà de l'âge de 6 mois et qui d'ailleurs n'était pas incompatible avec l'utilisation des poulains par ailleurs. On a vu qu'on avait un impact de ce sevrage qui pouvait s'observer au niveau vraiment concret du développement cérébral et de manière générale, c'est un ensemble de données qui souligne encore une fois l'importance de ce qui se passe dans le jeune âge pour la trajectoire développementale jusqu'à l'âge adulte et on sait que c'est quelque chose qui nous intéresse tous dans la filière équine puisque bien sûr nous avons ces animaux que nous gardons sous notre soin pendant des décennies parfois et qui traversent beaucoup de carrières. Donc évidemment, tout ce qui se passe dans le jeune âge et qui peut faciliter l'utilisation par la suite, c'est hyper important pour nous. Et ensuite, en ce qui concerne ces perspectives sur la neuroimagerie équine, donc je sais que c'était quelque chose qui peut vous paraître très méthodologique et fondamental, mais il faut comprendre que c'est des phases qui sont absolument nécessaires pour développer ces outils à la pointe. Et après, ça peut ouvrir la voie à beaucoup de choses. C'est vraiment une approche qui est nouvelle chez le cheval. Là, on a vraiment des outils que je vous ai présentés qui sont nouveaux. C'est une première mondiale chez cette espèce, donc on va pas s'en priver. C'est une étude qui se veut pionnière. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que il y ait peut-être des études qui suivent, que ces outils soient aussi utilisés peut-être par des collègues et qu'on puisse aller même jusqu'à des perspectives peut-être cliniques, puisque finalement, ces outils de neuroimagerie se développent aussi évidemment au niveau des pratiques vétérinaires. Donc voilà, c'est à co-construire, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette étude parce que je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais c'est vraiment un travail multidisciplinaire important avec une coordination importante entre plusieurs expertises expérimentales en neurosciences, en éthologie et bien sûr les financeurs dont l'IFCE et un financement européen également. Je vous remercie. Merci.